Un, deux. Bonjour à tous, et puis écoutez, très heureux de pouvoir faire cette ouverture de cet événement qui porte un nom qui est très fort de sens, et très fort de sens pour Improvise et pour moi-même, puisque on en a été un peu un des acteurs en France, puisque en janvier 2013, on est travaillé pour un projet pour Rue du Commerce et Altaria Cogedim, et il fallait trouver un nom pour leur projet, et on l'a proposé Figital Store. Voilà. Je trouvais qu'on cherchait sur Google, il y avait 3 résultats d'une agence australienne qui s'appelait Momentum, qui avait déposé ce terme en 2008 d'une marque qui était dormante et qui était inexploitée. Donc on a décidé d'utiliser, puis c'est parti comme une traînée de poudre. Bon, vous verrez rien de tout ça sur Internet, puisqu'aujourd'hui, tous ceux qui ont inventé le Figital, c'est justement cette agence Momentum qui n'utilise pas du tout ce terme et qu'on ne sait pas d'ailleurs d'où elle sort. En tout cas, c'est très fort de sens aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'important, comme l'a dit Axel, dans le monde de la communication, dans le monde des magasins, et je suis ravi de vous faire cette présentation. Avant de lancer un petit peu les hostilités, je vous propose une petite vidéo un petit peu ludique, qui a quelques années maintenant, mais qui est canonissime pour expliquer ce que c'est un petit peu que le Figital et l'introduire. Allons-y pour la vidéo. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M. No. NM 1983. No. Zandy Pops. Sorry. Zandy Pops. No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Okay. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse. Oh, yeah. Hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just. What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the. Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what? Forget it. Or this one? Hippo Potter Mice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK. You want the take-home today price? Well, that's £3.27. You know what? I'm going to go. Come back soon. I won't. Dear customers, this call will be closing in 10 minutes. Please proceed to the checkout. Please proceed to the checkout. Thank you. Alors, c'est une vidéo qui a maintenant quelques années, 12 ans. C'est Google qui a fait ça pour une publicité qui n'avait absolument rien à voir avec le Figital à l'époque, mais c'est terriblement vrai. Et ça marque tout simplement la nuance et la différence, la frontière qu'il existe entre la différence entre le monde online et le monde qui est dans le monde physique. Et c'est de ça qu'on va parler. Alors juste en quelques instants, qui suis-je? Maxence Dissler, je suis fondateur de la Fédération française du Figital Commerce, mais aussi d'une société qui s'appelle Improvise, qui est une société de conseil dans le Figital, et qui est aussi éditeur de solutions pour le commerce Figital et la communication Figital. Alors, qu'est-ce que le Figital? Et quels sont les mots qu'on met dessus? Et on va oublier tout ce qui se passe sur Google. Alors c'est effectivement un grand buzzword. C'est un mot qui est extrêmement flou, mais par contre c'est un sujet qui est extrêmement réel, et cette photo je l'aime bien parce qu'on voit bien, aujourd'hui on ne sait pas dire qu'est-ce qui est digital, qu'est-ce qui est Figital, qu'est-ce qui est omnicanal, et aujourd'hui on est incapable de différencier exactement quels sont chacun de ces mots. On peut par exemple dans beaucoup d'articles prendre le mot Figital et l'interchanger avec le mot omnicanal, ça marche très bien. Alors la définition que la Fédération française du commerce Figital propose, elle est d'une simplicité extrême. La différence entre les deux mondes digital-Figital, elle est tout simplement dans l'appartenance du matériel que le consommateur utilise pour consommer la marque. Si je suis sur mon téléphone, ou de chez moi, c'est mon téléphone qui m'appartient, je suis chez moi, c'est du digital. Par contre, si je suis dans un lieu public, dans la rue, dans un magasin, dans un commerce, sur des terminaux qui ne m'appartiennent pas, on va être dans le domaine du Figital. Et d'un côté comme de l'autre, de chaque côté de la frontière, absolument tout change. D'un côté, c'est le client qui nous invite chez lui. De l'autre côté, c'est nous, acteurs de la communication ou du commerce, qui invitons les clients à venir chez nous dans le flux, dans le monde physique.
Pour la partie commerce, c'est tout simple, hein, le Phygital Commerce, c'est le fait de réaliser des ventes sur des terminaux digitaux qui sont déployés dans les lieux publics, donc que ça soit des magasins, etc. Mais là, on voit bien la nuance, c'est qu'un consommateur qui est dans un point de vente avec son téléphone, c'est pas du Phygital. Enfin, c'est pas du digital. Par contre, le fait qu'on utilise le smartphone d'un vendeur qui appartient à l'enseigne que l'enseigne maîtrise, là, effectivement, on va passer dans le Phygital. Et on va voir quelles sont un petit peu les différences. Mais avant de rentrer là-dedans, tout simplement, un petit quiz Phygital. Donc, en prenant la définition que je viens de citer, d'après vous, ici, on est plutôt sur du Phygital, du digital. C'est facile. On est sur du Phygital. Voilà, très bien. Alors, ça va se complexifier. Ici, Phygital, digital. Digital. Merci, monsieur, de participer. Effectivement. Alors, ici, Phygital, digital. Ah, j'entends pas. Digital. Phygital, très bien. Ici, Phygital aussi, bien sûr. Là aussi, on va être sur du Phygital. C'est une tablette qui est dans les mains d'un vendeur. Voilà, ici, moins simple. Phygital ou digital? Eh ben, c'est les deux, tout simplement. Le smartphone qui est dans la main de la cliente, c'est la partie digitale. Et de l'autre côté, on va avoir un média qui est Phygital. Et on voit bien du coup qu'il y a des interactions qui peuvent se faire qui sont évidentes. D'un côté, le retailer maîtrise complètement le device qu'il met dans la rue. Il ne maîtrise pas les consommateurs qui passent. Par contre, il peut faciliter les interactions. Voilà. Ici, de la même manière, on a un terminal qui va être digital et le reste qui va être Phygital. Là aussi, c'est des sujets qui peuvent porter à confusion, mais là encore, on est dans les deux mondes, c'est-à-dire qu'on est sur un terminal qui est Phygital et qui est déployé dans le monde physique et qui va permettre d'interagir avec les terminaux digitaux. Alors tout ça, ça veut dire quoi? C'est que tout simplement, ce sont de nouveaux use cases pour la communication et les marques. Et le fait de comprendre ça, juste avant d'introduire les nouveaux use cases, c'est que pour quelqu'un qui a un projet, une marque, une enseigne, le fait de comprendre cette distinction permet de comprendre comment on gère ses projets et sa stratégie. D'un côté, on ne maîtrise rien, le digital, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui on envoie les informations, on ne sait pas à qui ça va être diffusé, comment, sur quel smartphone, si ça va être des Android, des iPhones, des écrans cassés, si c'est des écrans, on ne sait pas à quel endroit ils se trouvent. Dans le cas du Phygital, on sait précisément où sont les terminaux, de quelle forme ils sont, quelle taille ils ont, quel est le message que je diffuse, à quel moment de la journée, à quelle heure, etc. J'ai une maîtrise totale de mon parc et de là où je souhaite diffuser mes messages. Autre différence juridique. D'un côté, je suis sur la loi de la propriété privée, de l'autre côté, je suis dans le lieu public et j'ai tout un domaine de loi et de législation qui s'applique qui est différent. Je vais avoir le droit de la propriété intellectuelle qui va être différent, le droit des données qui va être différent, la manière de payer va être différente, la manière de diffuser des contenus va être différente. Absolument tout change d'un côté ou de l'autre sur la partie juridique. Et les cas d'usage, la manière de l'utiliser aussi, d'un cas à l'autre, est complètement différente. Et en fait, des cas de différence sont extrêmement nombreux. Il y en a plusieurs centaines. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Dans les nouveaux cas d'usage, par exemple, ici on est sur un magasin avec un écran, jusque-là rien de nouveau. Mais grâce à des petits terminaux qui sont des petits boutons sur des mannequins, je vais pouvoir cliquer sur une veste grâce à ce bouton et ça va déclencher un contenu sur l'écran. On crée une interaction. Aujourd'hui, la communication Phygital, c'est une communication qui permet de créer de l'interaction avec le client et surtout des activités commerciales et commerçantes. Maintenant, comme vous le savez, le retail est terriblement attaqué. Tous les projets dans le domaine du commerce nécessitent des ROI en moins de 12 mois. Et donc, les investissements qui sont faits sur ce type de projet avec du déploiement de matériel ont besoin d'être rentables et ont une notion de ROI qui est importante. Donc, le côté interaction, interactivité, ROI, mise au panier, achat a toujours une importance. Donc ça, c'est un exemple d'interaction qui permet, dans un magasin, de mettre en avant des produits qui ne sont pas présents, qui ne sont pas en stock, de faire de l'animation magasin, de pouvoir créer de la vidéo sur des produits qui sont statiques sur cintre et d'enrichir l'expérience client. De manière extrêmement simple, et ça va être aussi bien un outil pour le client que pour le vendeur. Voilà, ici un autre exemple. Je vois un produit qui m'intéresse, je le prends dans les mains, et là, le simple fait de l'avoir pris dans les mains déclenche un contenu. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de mettre des petites puces sur des cintres, qui sont des détecteurs de mouvement, et ça ne coûte rien à déployer. Et par contre, ça crée une expérience client qui est exceptionnelle, c'est intuitif, c'est ludique, je prends le produit dans les mains, boum, ça lance un contenu sur un écran. Alors pourquoi ça marche?
Et quels sont les cas clients qui font aujourd'hui que le digital est très héroïste et où sont les succès? Pourquoi ça marche? Tout simplement, premier argument, c'est que ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Le fait de pouvoir vendre des produits qui ne sont pas dans le magasin, où on a des ruptures taille-couleur, on va avoir des augmentations de chiffre d'affaires. Je vais prendre l'exemple de King Jouet tout au long de cette présentation. C'est une enseigne qui aujourd'hui a fait 5% de chiffre d'affaires additionnel pur, non phagocyté, sur l'ensemble de son enseigne, pas sur le canal digital, sur l'ensemble de son enseigne. Il y a des magasins qui vont jusqu'à plus 30, sur des magasins qui font en moyenne 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire que, au-delà d'être un vrai levier de chiffre d'affaires, c'est aussi une énorme attente du marché. Hausse de la rentabilité au mètre carré, tout simplement parce que ça permet de rationaliser les mètres carrés, baisser les produits encombrants, les stocks, etc. Et donc ça permet de privilégier les 20-80. Undies, qui a fait une expérience Undies Machine, dont on a été, Improvise a été l'un des acteurs principaux, est passé de 15 000 € du mètre carré annuel à 45 000 € du mètre carré annuel sur son concept Undies Machine. Baisse du foncier, tout simplement, parce que ça permet d'ouvrir des magasins plus petits. On n'a plus besoin d'ouvrir un magasin de 2000 m², de 1000 m². On peut ouvrir sur 500 m², sur 100 m², 200 m². Baisse de la rotation des stocks. Quand on a des enseignes de plusieurs dizaines, centaines, milliers de points de vente et qu'on est capable de rationaliser les stocks dans un seul endroit au service de l'ensemble du réseau, ça fait des impacts colossaux, bien plus importants même que le chiffre d'affaires, sur la gestion même de l'enseigne et sur ses économies de coûts et de charges. Là, c'est colossal en termes d'effet de levier. Et le BFR négatif, c'est la capacité de vendre des produits qu'on n'a même pas achetés, puisque là, on va référencer des fournisseurs dont on met les produits purement sur un support digital, et on vend le produit avant même de l'avoir acheté. On encaisse la trésorerie, on paye le fournisseur à 30 ou 60 jours, et donc là, on génère un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Donc aucune prise de risque. C'est aussi aujourd'hui le digital une solution qui est extrêmement performante contre les pure players. Aujourd'hui, on oppose complètement Amazon, les pure players avec le commerce physique. Un commerce qui se digitalise et qui se digitalise bien se retrouve dans une bonne situation et même une meilleure situation qu'un e-commerçant puisqu'il a sa force de son réseau physique. Et ça, les mètres carrés, Amazon ne les prendra jamais. Et tout simplement, c'est un BLI, un besoin latent inexprimé. Alors c'est quoi? C'est tout simplement vous en tant que consommateur, quand vous arrivez dans une boutique, vous comparez naturellement ce que vous connaissez de la qualité d'offre Internet avec le magasin. Et donc si le magasin ne propose pas la qualité d'offre que vous avez l'habitude de connaître, eh ben tout simplement, ça crée une déception, une frustration. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous savez que vous allez le trouver en 5 minutes sur Amazon ou sur Internet. Alors, on va présenter un cas client exceptionnel et qui fait effectivement aujourd'hui référence sur le marché, c'est le cas de King Jouet, qui est une enseigne, juste pour rappeler le contexte, qui est sur un marché en très très grande difficulté, avec deux chaînes spécialisées qui ont fermé, un marché en recul de 5% et un mouvement des gilets jaunes en fin d'année qui a aidé personne. On est descendu jusqu'à des enseignes qui ont fait moins 30, moins 50% sur ces derniers mois. Malgré ça, c'est la seule enseigne dans ce secteur-là, qui est en croissance, qui génère de la rentabilité, donc de la croissance rentable, avec un résultat net qui est positif. Quel a été le rôle du Figital? Alors, bien sûr, il y a plusieurs leviers. Le Figital n'a pas été l'unique acteur de ce succès, mais en tout cas, ça a fortement joué. Donc, chez King Jouet, 22 jours de rotation de stock gagnés sur à peu près 250 magasins. 38% d'augmentation sur tout ce qui va être click and collect et réservation, et un CA additionnel qui est autour de 5%, et selon les régions qui monte jusqu'à 7 à 12%. Alors qu'est-ce que King Jouet a déployé sur ces 300 magasins? Des bornes interactives permettant d'accéder au catalogue, des smartphones pour les vendeurs, et rien que quand on a dit ça, on se dit mais pourquoi ils ont fait les deux? Parce qu'aujourd'hui est très à la mode le smartphone du vendeur. Et d'ailleurs, la plupart des enseignes commencent par ce biais-là, et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est un basique. Si le smartphone du vendeur est plus un outil métier, on peut faire de la vente, mais c'est pas un outil confortable pour la vente. La vente, c'est un métier de sublimation, de séduction, de théâtre. Un petit écran, c'est plutôt pour le confort du vendeur que le confort du client.
L'autre avantage d'avoir une borne interactive, c'est qu'on va avoir un confort visuel, on va avoir une force de visibilité, c'est-à-dire qu'on va avoir un écran de veille qui va permettre de pouvoir prendre la parole, y compris quand les vendeurs sont occupés. Et tout simplement, ça donne une capacité d'expression qu'on n'a pas quand on est dans la poche d'un vendeur. On peut mettre toutes les publicités qu'on veut sur un smartphone vendeur, ça n'a pas d'usage et d'utilité. Donc c'est plus un outil métier qui va permettre de faire des ventes, du back-office, du click and collect, de l'IRESA, du ship from store, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un bon outil de vente. Chez KingJouet, qui est équipé des deux solutions par exemple, on a une énorme différence de chiffre d'affaires entre les bornes et les smartphones. Ce sont les bornes qui génèrent le meilleur chiffre d'affaires. Autre fait non anodin chez KingJouet, ça marche tellement bien que les marques se sont emparées de ce levier-là pour prendre la parole. C'est-à-dire que les marques ont souhaité acheter leur propre borne dans leur rayon. Ici, vous voyez une borne Marvel, une borne Barbie dans le rayon Barbie, parce que toutes les marques qui sont distribuées sont esclaves de l'espace ou des stocks que sont capables d'absorber les distributeurs. Et donc ça, c'est une manière pour les marques de reprendre à la fois la capacité de pouvoir offrir la totalité de son expression de marque, mais aussi de communiquer aux clients qui sont dans leur rayon. Ici sur Marvel, là, vous voyez des publicités Marvel sur des produits qui sont sur des publicités qui sont achetées par la marque. Là, tout ça est financé par les marques. Aujourd'hui, chez KingJouet, c'est plus de 200 machines qui sont dans les magasins, qui sont financées entièrement par les fournisseurs et qui sont rentables pour les fournisseurs comme pour le distributeur. Donc là, on est loin des petits écrans dans les rayons qui sont la plupart du temps éteints avec juste une petite vidéo qui tourne et qui n'apporte pas de retour sur investissement. Là, ici, un autre exemple sur Lego avec un petit panneau en PLV et un bouton sur un produit qui n'était pas encore sorti. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a là aussi été financé par la marque sur de la précommande, où le bouton permettait tout simplement de s'inscrire pour faire de la précommande du produit. C'est-à-dire que le produit, il n'est même pas encore en stock, il n'est même pas encore sorti, mais on utilise la force de son réseau et donc de sa cible pour vendre ce type d'action publicitaire ou de communication pour générer de la précommande pour la marque et le distributeur. Comment ça marche? C'est tout simple, on appuie sur le bouton, ça déclenche une page qui permet de précommander le produit. Alors, comment passer à l'action et quels sont les facteurs clés de succès? Ça fait maintenant quelques années qu'on est sur ce terrain-là de la digitalisation. C'est un marché qui est extrêmement technique. Alors quand je dis technique, c'est pas technologique, hein, c'est vraiment technique, puisque ça implique extrêmement de métiers divers, hein, le métier du matériel, le métier de l'agencement, de retailer, d'assortiment, de merchandising, de communication point de vente, de la technologie digitale, du matériel, capacité de faire du support, de la maintenance, etc. Donc c'est un métier qui a une vraie barrière à l'entrée qui est extrêmement difficile, y compris pour les retailers. Ce sont des sujets nouveaux pour eux, où il y a des budgets d'investissement, les calculs de ROI sont difficiles. Donc les facteurs clés de succès, si vous voulez emmener une marque avec vous sur un projet, sont la plupart du temps, ils sont listés tous ici. Le retailer a besoin d'être accompagné sur une expérience client. Quand je dis accompagné, c'est du conseil sur c'est quoi votre concept, comment va modifier votre concept, quel va être le parcours client et pourquoi. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'excès du waouh qui coûte très cher mais qui ne se déploiera jamais. Là, en l'occurrence, les produits qui paraissent un peu cheap comme ceux-ci se déploient effectivement comme une traînée de poudre parce que ça marche, c'est efficace, c'est très pragmatique. L'expérience client, donc c'est tout ce qui va concerner le parcours client, mais donc aussi le design, l'agencement, à quel endroit, quel matériel, quelle stratégie de déploiement, etc. La conduite du changement, c'est l'argument clé et majeur. Comment on emmène des équipes qui sont habituées à faire du commerce comme depuis les années 50, à savoir je vends mon stock et mes produits, je suis même incentivé sur ça. Donc là, il faut accompagner les équipes terrain sur comment je vends du produit qui est hors stock et comment j'accompagne les managers, les responsables régionaux, les responsables de magasins et le siège dans les outils de pilotage des équipes, les impliquant et les incentivant sur ces sujets-là. Quels sont les modules de formation à monter, quel est le plan de formation, comment déployer la formation, comment suivre, comment incentiver, comment former les formateurs, etc. La conduite du changement concerne le terrain, mais aussi évidemment le siège, parce qu'en amont,
il faut convaincre la direction générale, le CODIR, le COMEX. C'est un changement de modèle économique. Là, le Figital, c'est pas une évolution du modèle du commerce, c'est une évolution du modèle e-commerce. C'est le e-commerce qui ouvre une boutique physique. Donc en fait, le modèle de retail traditionnel du stock et des mètres carrés, ce modèle, il est plus du tout viable. Le modèle Figital, c'est un business plan qui n'a plus rien à voir avec le business plan d'un retailer classique. Je ne gère plus mes stocks de la même manière, je ne gère plus ma rentabilité de la même manière, je ne gère plus mes mètres carrés de la même manière, ma stratégie de déploiement. Et on ne calcule plus non plus la rentabilité de la même manière. Les outils financiers, donc je viens d'en parler, il faut donner des outils financiers qui permettent aux marques, tout comme aux distributeurs et aux magasins, de calculer leur retour sur investissement, parce qu'on a des effets de levier qui se cumulent et qui se conjuguent, qui sont tous différents. Et enfin, les achats. Comment accompagner les acheteurs dans cette stratégie-là, puisqu'on n'achète plus du tout de la même manière que dans le retail. On achète beaucoup plus de la même manière que dans le e-commerce, que dans le retail. C'est-à-dire qu'on on va plus penser 80-20, on va penser 80-20 plus vente sur écran. Donc j'ai des produits que j'aurais traditionnellement mis dans mon 20-80, que je vais retirer, ou que je vais mettre qu'en showrooming ou en modèle d'exposition. J'ai des produits que je ne vais stocker qu'en entrepôt, plutôt que de les mettre dans mon point de vente. Donc j'ai des stratégies au niveau des achats qui changent radicalement. J'ai aussi des produits qu'on va absolument pas mettre sur écran, parce que ça n'a pas de sens. On va pas vendre des écrous ou des vis sur des écrans, par exemple. Donc voilà, ça clôture en tout cas cette présentation sur le Figital et le marché du Figital. N'hésitez pas à me poser toute question que vous souhaitez. Bon courage pour cette journée et encore merci de votre attention. Bon, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas.